Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous allons sans plus tarder commencer cette heure consacrée à Fouquet bâtisseur avec Alexandre Gady, dont j'ai vu au nombre de personnes qu'il embrasse au sortir des ascenseurs. Il n'était pas utile de le présenter à quiconque. Nous allons nous livrer devant vous à un numéro classique mais solide, qui est le numéro du savant et de l'ignorant. Mon instituteur de CM2, M. Louis Rayet, que j'espère, dont je suis sûr même qu'il est assis au paradis dans une place, sur une place particulièrement choyée, me disait « Meyer, n'oublie jamais que l'ignorance est la mère de la curiosité. » Et il ajoutait « Vu la taille de la tienne, elle pourra avoir de nombreux enfants. » Je ne pense pas nécessaire que je vous le démontre pendant cette soirée, vous vous en apercevrez par vous-même. C'est donc autour de Nicolas Fouquet bâtisseur que nous allons écouter Alexandre Gady. Je crois que la première chose, et d'une certaine manière peut-être l'un des fils directeurs, l'un des fils rouges de son intervention, de sa causerie, sera comment venir à bout. La réponse, on la connaît déjà, on n'y arrive pas, mais comment, si on y arrivait, pourrait-on venir à bout des innombrables légendes qui entourent Nicolas Fouquet et notamment Nicolas Fouquet bâtisseur. Merci, cher Philippe. Je suis très heureux d'être là avec vous ce soir dans ce cycle consacré à Fouquet, dans un bel endroit du XVIIIe siècle, comme tout le Palais de la Monnaie. Puisque nous parlons d'architecture, de la belle architecture ancienne, c'est très sympathique. Et comme le disait Philippe, que je remercie beaucoup de se prêter à ce numéro, quand il a dit un savant, un ignorant, j'ai tout de suite pensé que l'ignorant, c'était moi. Effectivement, la première chose que peut-être on pourrait évoquer ensemble avec ce thème de ce soir, c'est Vaux-le-Vicomte comme une espèce d'icône. Je vous ai mis donc cette illustration bien connue, une vue d'avion, presque axée, avec ce grand développement, sur lequel, vous le savez, l'histoire de l'art a beaucoup à dire, et elle a beaucoup dit des choses qui sont intéressantes aujourd'hui à revisiter, à réexaminer peut-être aussi, parce que nous ne sommes pas toujours très satisfaits de la lecture qui a pu être donnée. Alors, vous me voyez arriver avec cette vue aérienne. Il y aura une conférence sur le jardin, dont je ne suis pas du tout spécialiste, mais évidemment, on pense tout de suite à des clichés très importants de l'historiographie, les jardins de l'intelligence, le grand axe qui structure le paysage, le pays de Descartes, la symétrie absolue, la nature contrainte, et blablabla, blablabla, vous connaissez tout ça. Mais aussi, évidemment, à propos de l'architecture, la difficulté très grande, qui va être un peu sous-jacente dans mon propos, de la qualification. L'histoire de l'art ancienne est une histoire de l'art qui a cherché, comme l'avaient fait les grands archéologues du XIXe siècle, en suivant la méthode de Cuvier, à classifier, à ranger les choses dans des boîtes et à mettre des étiquettes sur ces boîtes. Alors ici, évidemment, nous sommes au milieu du XVIIe siècle, lorsque ce château est commandé par Fouquet, et nous sommes dans le grand débat qui a empoisonné la littérature artistique autour des deux mots qui sont vides de sens aujourd'hui, baroque et classique évidemment, et naturellement tout de suite les effets de Vaux-le-Vicomte, où va-t-on les ranger? Et c'est tout de suite évidemment une question très, très, très importante. Donc peut-être pour sortir d'abord de cette question, que je ne crois pas très performante, parce que faire une histoire de l'architecture en donnant des styles, c'est-à-dire un peu au fond en donnant des bons points, ça ne permet pas vraiment d'entrer dans l'intelligence de cette chose qu'on voit. Est-ce que je peux, avant de voir à quel point est inopérante justement cette classification, est-ce que je peux vous demander qu'est-ce que représente Vaux-le-Vicomte à l'époque par rapport à d'autres châteaux et à d'autres constructions commandées? Parce que l'un des thèmes... Alors évidemment, dès qu'on parle de Vaux-le-Vicomte et de Fouquet, on tombe dans Alexandre Dumas et personne ne voudrait dire le moindre mal d'Alexandre Dumas. Mais on peut cependant prendre quelques distances avec ses qualités d'historien, et quiconque a lu Les Trois Mousquetaires pense que Vaux-le-Vicomte est seul dans son genre et que sa surdimension, les effets de la fois la mégalomanie et le peu de scrupules du surintendant ont fait que rien n'était comparable à l'époque à ce château de Vaux-le-Vicomte. En quoi est-ce que c'est vrai ou en quoi est-ce que c'est faux ? Alors c'était effectivement la bonne question, je crois, parce qu'en réalité, Vaux-le-Vicomte a survécu au milieu de l'œuvre bâtie de Louis Le Vau, qui, elle,
comporte encore de grands chefs-d'œuvre que vous connaissez bien, le Palais de l'Institut, notre voisin, qu'on ne va pas montrer, mais tout le monde est passé devant, ou l'Hôtel Lambert, que je montrerai tout à l'heure. Mais évidemment, il manque aussi des pièces dans cette œuvre bâtie, et il nous manque aujourd'hui beaucoup de châteaux, notamment cette couronne de châteaux, comme on disait, dans l'Île-de-France, qui fait que je voudrais d'abord effectivement replacer Vaux-le-Vicomte dans un contexte d'autres éléments bâtis qui sont des châteaux, donc une typologie propre qui n'est pas nouvelle évidemment du tout, mais que Vaux a porté à incandescence aussi à cause de l'affaire que nous connaissons de 61. Nous sommes, nous, évidemment bien placés puisque nous connaissons la fin de l'histoire. Mais cette histoire, elle s'est produite avec des forces un peu moins grandes. Dans d'autres cas, d'autres disgrâces sont déjà arrivées dans l'histoire de France, dans l'histoire des financiers. Il suffit de penser à Jacques Coeur sans aller remonter trop loin. Et donc, en réalité, je vous propose d'abord peut-être une petite balade, une petite panorama dans les châteaux d'Île-de-France. Et je commence ici au début du XVIIe siècle, avec un édifice qui a disparu. Enfin, ce qu'il en reste, c'est une façade plaquée sur un HLM des années 50, donc ce n'est pas la chose la plus excitante à aller voir en Île-de-France. C'est le château de Berny, dans le sud de Paris. Un château que vous avez ici sous la forme d'une gravure d'Israël Sylvestre, et qui vous montre un château du début du XVIIe siècle qui a été transformé par un grand architecte qui est François Mansart. François Mansart qui a commencé sa carrière dans les années 1620, donc plus d'une génération avant l'affaire Vaux-le-Vicomte, et qui est chargé d'intervenir sur un château qui avait une forme assez banale, un long corps de logis entre deux pavillons, une des formules qui a été inventée à la Renaissance. Et vous voyez, son intervention est ici. Il s'agit en fait de donner une force extraordinaire à la composition en introduisant un bâtiment au centre, un pavillon central. Voilà. C'est une petite intervention en réalité, très compliquée, mais elle est surtout destinée à changer le regard sur le château. Au lieu d'une demeure très horizontale, au fond, on voit là un accent vertical très fort qui va structurer le paysage de la cour, le paysage du jardin à l'arrière. Et l'architecte a donné là donc une de ses spécialités, ce grand pavillon à toiture monumentale qui rythme la silhouette. Si l'on ne veut pas faire cette chose-là, si l'on ne veut pas cette théorie-là, eh bien, il faut aller vers une autre typologie qui est beaucoup plus traditionnelle. C'est le château en U, dont je vous montre ici un château qui est de 1630-32, donc 28-32, pardon, soyons précis. Et lui aussi a disparu corps et âme, c'est le château de Chilly, pour le maréchal d'Effiat, donc aujourd'hui Chilly-Mazarin, toujours au sud de Paris. Allez voir ce qu'il en reste, c'est peu de choses. Un jardin, une mairie dans un immeuble, dans un petit château bourgeois du 19e, et quelques traces de pavillons de communs, de portes. Mais ici, donc, un bâtiment très monumental qui m'intéresse à ce stade de l'exposé, parce que je voudrais que vous observiez, évidemment, les grands dômes très spectaculaires qui apparaissent à ce moment-là de l'histoire de l'architecture française. Ces dômes qui sont empruntés en partie à l'architecture de la Renaissance, en partie à l'architecture religieuse, avec ses lanternons, et qui sont une formule de couverture très spectaculaire. Donc on peut tirer le château vers le haut, tirer le château dans l'espace, au moyen de combles. Le comble a toujours fait partie de l'histoire de l'architecture française, un comble très élevé, nous ne sommes pas en Italie, et la France aime les grandes toitures. Il faut toujours se souvenir de la phrase de Saint-Simon, qui, lorsqu'il a vu la façade de Versailles achevée, disait « on dirait un château dont le toit a brûlé », qui est très intéressant parce que ça veut dire que c'est le sentiment qu'avaient les gens. Au-dessus d'une façade, il y a une toiture. Et donc, comme à Berny, à Chilly, il y a une grande toiture monumentale par la présence de ces énormes pavillons en dôme, qu'on appelait des dômes quadrangulaires, puisqu'ils partent d'un plan carré et ils aboutissent à un plan carré. L'autre effet très intéressant de cette période, c'est une chose qui aussi va culminer avec Vaux-le-Vicomte, mais qui doit être remis là encore dans une longue histoire, c'est l'idée que le château, au fond, contrairement à la tradition française du château articulé, c'est-à-dire avec plusieurs logis qui s'apparient les uns aux autres, eh bien en réalité, cette solution-là, elle est coûteuse, elle procure beaucoup de place, évidemment, si vous avez des ailes, mais en revanche, elle est coûteuse en bâtiment et en travaux. Et donc, une des solutions que la Renaissance a esquissées et que le XVIIe siècle va porter vraiment au maximum, c'est le corps, en fait, isolé, comme vous le voyez ici, dans une réalisation très spectaculaire, très touchante même, isolé dans son œuvre, parce que c'est un château qui est loin de Paris et de l'Île-de-France, c'est le château de Balleroy, à côté de Caen, Normandie, et qui est un château de François Mansart, toujours lui, pour un parlementaire parisien, Jean de Choisy. Et vous voyez que dans ce château, vous avez une disposition de plateforme,
une plateforme sur laquelle on a placé le château tout au bout, une cour avec des très jolies citations, comme des ailes qui se seraient envolées, il restait pavillon détaché, mais en fait les ailes sont marquées au sol par un jeu de terrasse, et nous sommes là au début des années 1630, et vous voyez un petit peu où je veux en venir, bien sûr. Grand pavillon à nouveau, comme nous l'avons vu tout à l'heure à Berny, ce motif du pavillon central, avec une terrasse, plateforme, qui accueille un lanternon par lequel sort l'escalier et qui permet de voir la campagne alentour. Le jardin, il a disparu, c'est un jardin maintenant, vous le voyez, à l'anglaise, à grande pelouse et bouquet d'arbres. Il y avait évidemment une composition très structurée avec un très grand axe dont vous apercevez la force au niveau du pont ici, et ces douves sèches qui servent à mettre en valeur cette plateforme au milieu de son espace. Voilà une vue. Quand vous êtes dans la cour, il y a toute une mise en scène très subtile, si vous connaissez Balleroy. On descend du village par une rue en pente, il y a un rebond au dernier moment. Mansart a sculpté littéralement l'espace. Eh bien, on arrive devant le château et on pourrait presque croire qu'il y a 2 ailes avec 2 petits pavillons, puis ensuite le grand bâtiment. Là, il y a un petit trucage. Plus on va s'approcher, plus on va découvrir l'absence des ailes. Un très joli jeu, presque cinématographique, un effet de zoom très intéressant. Et vous voyez la pyramide construite par Mansart, et tout en haut ici, alors j'ai eu la chance d'y aller, le château appartient à un milliardaire américain, la famille Forbes, qui a transformé Balleroy en capitale de la Montgolfière. Alors on monte en Montgolfière pour voir le château, c'est très agréable parce qu'on voit l'architecture comme on la voit jamais, mais on peut aussi monter dans ce lanternon et on a une vue extraordinaire, vraiment tout à fait extraordinaire à 360 degrés. Alors cette idée du château sur un plan plus ramassé, avec des accents verticaux, et surtout une très grande perspective monumentale qui va structurer les cours, les jardins et les lointains, elle est complètement mise en scène par le même Mansart qui arrive vraiment là. On est à peine une génération, même pas avant Vaux. En 1642-46, c'est Claude Mignot qui a étudié magnifiquement ce grand château qui subsiste. Et au fond, je voudrais tout de suite le dire parce que je vais oublier, vous avez 2 grands châteaux, 2 financiers, de part et d'autre de Paris. L'un à l'ouest, c'est à un quart d'heure de la Défense. L'autre à l'est, inaccessible autrement qu'en voiture, c'est Vaux. À Vaux, il y a 280 000 et quelques visiteurs, peut-être plus. À Maisons-Laffitte, 20 000. C'est un château complètement déserté par le mouvement touristique, alors que c'est évidemment des décors peut-être moins séduisants, moins faciles que Vaux, mais tout à fait exceptionnels, et je recommande vivement. Je n'ai pas d'intérêt dans Maison qui appartient à l'État, mais je le recommande évidemment très chaudement. Il a été comme Vaux sauvé in extremis, soit dit en passant. Vaux en 1875, celui-là en 1905 par une campagne de presse du Figaro, au moment où les lotisseurs qui ont abîmé le château, et vous voyez la photo n'est pas fameuse, mais on voit qu'il y a toutes sortes de bâtiments qui sont très très près, beaucoup trop près du château, qui sont intéressants c'est du style Vincent Auriol tardif. Oui, absolument. Vincent Auriol tardif, ou comme disait le regretté Michel Fleury qu'on citait tout à l'heure, du Louis XIII radical socialiste. Vous voyez donc la vue aérienne depuis le jardin, la Seine est ici, donc Gennevilliers et Paris dans notre dos, et un axe de composition de plusieurs kilomètres qui va dans la forêt royale de Saint-Germain jusqu'à la Muette, avec donc une traversée de cet axe au centre du château. Voilà l'effet de cette architecture. Vous retrouvez notre château structuré sur un plan longitudinal que rehaussent 3 accents forts, les accents des grands pavillons latéraux et le grand pavillon central, avec une escalade monumentale très frappante, avec ces 3 grands ordres superposés, presque comme un frontispice d'église. On voit comment Mansart a utilisé vraiment énormément les types d'architecture à sa disposition. Et puis, une chose très intéressante, là, nous n'avons plus de pavillons détachés comme tout à l'heure, nous n'avons que des terrasses. Mais au bout de ces terrasses, regardez, il y a 2 petits pavillons seulement construits à rez-de-chaussée qu'on ne voit pas quand on arrive. Ma photo, malheureusement, dévoile l'astuce. Quand on arrive de loin, on croit qu'ils forment le rez-de-chaussée des ailes. Et puis, quand on s'approche, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'ailes. Et puis, quand on se rapproche encore plus, ces pavillons ont l'air de sortir du bâtiment. Donc il y a un jeu incroyable d'aller et venu, qui n'est pas tout à fait le même jeu, beaucoup plus statique évidemment que sur la façade jardin, qui domine un jardin très très triste et très pauvre. C'est un jardin qui a été refait sans moyens dans les années 50-60 par les monuments historiques, c'est un peu tristounet.
Il n'y a pas à Maison le jardin qu'il y a à Vaux, et vous savez peut-être que ces deux châteaux ont fait l'objet d'une copie assez loufoque, j'ai pas dit baroque, j'ai dit loufoque, en Chine. Un milliardaire chinois a copié le château de Maison, mais il trouvait que le jardin de Maison n'était pas assez bien, donc il a demandé d'avoir les jardins de Vaux autour de la copie de Maison. Tout ça est effroyable, je vous recommande le site internet, mais c'est un petit amusement. Au fond, c'est de l'architecture de financier qui connaît un rebond tout à fait étonnant. Alors ce qui est intéressant avec Maison, c'est qu'on a le René de Longueuil, c'est un financier qui n'est pas passé loin lui aussi des grands problèmes. Il a reçu le roi, il aurait pu avoir dans des fêtes somptueuses des effets de la jalousie, soi-disant, parce qu'on va y revenir, du roi de la cour, mais finalement, il a perdu son poste, mais pas son château. Et il est l'auteur de la célèbre phrase que vous connaissez, « Les imbéciles, j'avais fait ma fortune, j'allais faire la leur ». Ce qui évidemment pour un ministre des Finances n'est pas tout à fait ce que nous sommes habitués à entendre. Mais il y avait là au fond la garantie qu'il était assez doué et que peut-être il aurait pu continuer à engraisser la machine. En tout cas, avec ce château de François Mansart à Maison-sur-Seine, devenu Maison Lafitte, parce que abîmé par un autre banquier du 19e siècle, on tient là un élément dans cette chaîne qui nous conduit vers Vaux-le-Vicomte. Voilà, une vue très légèrement décalée pour que vous sentiez l'articulation des façades, le jeu sur les ordres qui s'avancent comme des faux balcons sur les côtés ou qui montent à l'escalade ici du grand pavillon central, qu'on voit à des kilomètres. Hein. C'est normal qu'il y ait là cette surcharge de l'architecture parce qu'on a des kilomètres de recul. Il faut penser à cette question des lointains. Alors j'en arrive bien sûr à Louis Levaux, qui va être l'architecte du surintendant. La Fontaine raconte comment Levaux est rentré en contact avec Fouquet. C'est mon épouse qui viendra jeudi vous entretenir de peinture, qui avait découvert ça pour sa thèse sur Charles Lebrun. Au fond, il y a un go-between qui fait le lien et qui explique à Fouquet qu'il faut mieux prendre Levaux parce qu'il ne sait pas qu'il soit très doué, mais il n'est pas cher et puis même il travaille gratuitement pour lui. Ce qui est évidemment une chose certainement un peu exagérée de la part de La Fontaine, mais plutôt amusante. En tous les cas, je voulais vous montrer ce château parce que c'est le maillon manquant de la chaîne que je déroule devant vous, évidemment, chaîne d'or, naturellement. Il s'agit du château du Raincy, donc le Raincy au nord de Paris, dans le 9-3, qui a disparu, hein, malheureusement. Un château qui a été un château Orléans au 18e et au début 19e, et qui vous montre ici, il ne faudrait pas dire le brouillon de veau, parce que ce serait à la fois trop cruel et trop mal dire, et trop peu dire, mais un bâtiment, vous voyez, où vous retrouvez tout ce que je viens de vous montrer. C'est-à-dire l'idée du grand château sur sa plateforme, avec un fossé évidemment sec, deux petits pavillons comme à Balleroy, ou un jeu de pavillons qui ont l'air d'être en avancée. Pas d'ailes, en réalité, ce sont des murs ajourés qui permettent d'avoir des vues latérales. Et le château qui se structure avec ces grands pavillons, mais au centre avec un élément qui combine le grand pavillon que j'ai montré et la question du dôme qu'on a aperçu tout à l'heure et qui apparaît dans l'architecture française une génération plus tôt. Et cette combinaison va offrir pour Jacques Bordier, le financier qui a fait construire aussi ce château, nous sommes toujours dans des châteaux de financiers, une combinaison qu'on voit très bien et qui, évidemment, je le dis là maintenant, ne peut pas être qualifiée de baroque, ça n'aurait pas de sens, parce qu'au même moment, en 1655, voilà ce que fait le même architecte. C'est la grande façade en miroir des pavillons du roi et de la reine du château de Vincennes, qui sont un ensemble de bâtiments classiques tout à fait remarquables, pas très regardés, parce qu'on va à Vincennes pour voir le donjon merveilleux, la Sainte-Chapelle merveilleuse, moins pour voir ces bâtiments, qui sont des bâtiments qui appartiennent à l'armée, où sont installées les archives et les bibliothèques du centre historique de la Défense. Je les aime beaucoup, peut-être parce que j'y ai fait mon service militaire, comme piou-piou planqué, mais en tout cas, ce sont des bâtiments très spectaculaires. Hein. Ils ont été sauvés de justesse après-guerre, ils avaient été dynamités par l'armée allemande au moment du départ de leur départ en 1944. Et ce sont des façades, vous voyez, qui empruntent au contraire à Palladio, hein, dont le Vaux est un des architectes qui s'intéressent le plus à cet héritage italien. Donc vous voyez, entre le Raincy et ça, il faut penser que nous sommes dans la même chronologie et avec le même architecte. Donc alors, il s'agit d'architecture d'architecte et pas d'une architecture d'époque. Il s'agit d'une architecture qui... ou de commanditaire ou d'architecte. De commanditaire. Il y a un accord sur cette architecture-là, sur cette idée
que la démonstration doit passer par un certain nombre d'éléments et que ces éléments vont permettre de signer l'édifice, de le marquer dans le paysage, éventuellement évidemment de rivaliser, parce qu'il y a une très forte concurrence entre tous ces gens qui se détestent sympathiquement, et dont les châteaux sont des éléments du conflit, mais aussi une dimension très importante, ce sont des éléments rassurants pour les créanciers. C'est-à-dire qu'il faut mener grand train, il faut mieux faire envie que pitié, dit la sagesse populaire, il faut mener grand train, parce que si on est saisi, s'il y a une chute, il y a un bâtiment à saisir, il y a des collections à saisir, il y a énormément de choses qui peuvent ensuite être réinvesties, comme on récupérées. disait du temps de Louis XIV, too big to fail. Voilà. Les châteaux que vous nous avez montrés, on voit bien en effet tout ce que vous venez de dire, la majesté, la fonction d'être vu de loin, la manière d'incarner l'importance de leur commanditaire, de leur propriétaire. Mais sur la base de ce qu'on vient de voir là, est-ce qu'il n'y a pas quand même, quand on arrive à Vaux-le-Vicomte, un saut quantitatif, en tout cas? Est-ce qu'il n'y a pas un surcroît qui justifierait Alexandre Dumas? Est-ce qu'il n'y a pas un surcroît de majesté, un surcroît de taille, un surcroît qui mettrait Vaux à part, non pas seulement par la qualité de l'architecture et de l'environnement, mais par la prétention du commanditaire? Je sais, c'est vraiment une question difficile. Il est clair que le fait que ce château soit bien conservé, qu'il ait gardé non seulement son architecture comme maison, mais aussi tout l'ensemble qui va avec l'architecture, c'est-à-dire les communs, les dehors, le petit parc, le grand parc, la forêt, tout ça donne évidemment une extraordinaire image. C'est vrai, quand on arrive à Vaux, on reçoit quelque chose en pleine figure, qui est effectivement moins fort peut-être à Balleroy, qui est un château plus réduit en taille, ou à Maison, parce que Maison a été trop altéré. Mais je pense que Maison devait fournir un effet. Quand on voit les photos du 19e siècle avant le lotissement de Maison, on voit quand même quelque chose qui devait être assez extraordinaire. Mais j'accepte la question qui serait aussi un peu une critique. Là, il y a un point qui est difficile à départager. Alors, je vous propose peut-être de continuer cette démonstration pour voir jusqu'où on peut aller dans la lecture de Vaux. Et je vous montre ici un tableau qui est intéressant parce qu'il a longtemps été considéré comme le portrait de l'architecte Louis Le Vau, justement. Il est reproduit dans la plupart des ouvrages comme étant un portrait de Louis Le Vau. Malheureusement, heureusement pour le représenter sur le portrait, ce n'est pas Louis Le Vau, et nous n'avons pas aujourd'hui de portrait de Louis Le Vau. Ça paraît incroyable, un des plus grands maîtres de l'architecture française. Pas une gravure, rien. Nous ne savons pas les traits de Le Vau, nous connaissons très bien son écriture, nous avons des dessins autographes, mais nous n'avons pas son visage. Un chercheur, Alexandre Kojano, qui a fait sa thèse, une très belle thèse sur Le Vau, a retrouvé chez les descendants le portrait du père et du frère. Mais il manque le chaînon, c'est pas de chance, puisque Le Vau est le fils d'un maçon mal dégrossi, et il avait un frère architecte également, François Le Vau le Jeune. Alors ici, il ne s'agit pas de Le Vau, on l'avait attribué ce portrait à Le Vau. Pourquoi? Parce qu'il pose devant un bâtiment que je vais détailler dans un instant et qui est un des morceaux du Louvre que Le Vau a construit en 1655. Il s'agit en fait du patron de Le Vau, c'est-à-dire du surintendant des bâtiments du roi, qui est Antoine de Ratabon, qui a été peint par Pierre Rabon avant lui-même d'être renversé au profit, vous le savez peut-être, de Mazarin. Et puis ensuite, c'est Colbert qui deviendra le surintendant, dans le désordre, pardon, Mazarin puis Ratabon, et finalement Colbert qui deviendra le surintendant des bâtiments en 1664. Alors je vous montre ça. Le tableau n'est pas très... Pardon, ma diapo n'est pas très bonne. C'est un tableau qui a besoin d'une bonne restauration, ou s'il l'a eu, ma diapo n'est pas à jour. Et vous voyez ici ce bâtiment, vous le reconnaissez peut-être pas facilement, c'est ce qu'on appelle le salon du Louvre. Ce sont les deux salons en ovale qui sont à l'entrée de l'appartement d'Anne d'Autriche et de la galerie d'Apollon. Donc c'est un bâtiment qui extérieurement aujourd'hui a été fondu dans le déroulé des façades du Louvre de Napoléon III, et surtout il a été décapité. Vieille manie française, puisque vous le voyez, il avait un dôme, et c'est la première fois que Louis Le Vau va réaliser ce grand dôme qui vient de l'architecture royale et religieuse à la fois, et il a eu l'idée de faire ce salon qui sort du plan orthogonal du palais et qui donne à voir le salon du roi avec cette couronne, dôme-couronne, tout à fait spectaculaire. Alors, cette idée d'associer le salon avec cette grande salle voûtée, qu'on appelle salone, à cause du mot italien, bien sûr. Il y a une très forte influence ici d'une pièce majeure de l'histoire de l'art contemporain en italien, qui est le salon du Palazzo Balbellini à Rome, qui a frappé énormément, le grand salon décoré ensuite par Cortone, précédé par un vestibule ovale de Bernin, s'il vous plaît. Et donc, cette idée d'avoir de grandes salles voûtées,
Elle vient de l'Italie très clairement. On appelle d'ailleurs cela souvent des salons à l'italienne, parce que l'idée c'est à la fois d'avoir de l'espace en hauteur, donc un espace voûté, mais aussi, et c'est ça l'apport, à mon avis, très intéressant de Levaux, et c'est là où Levaux se sépare, et on le voit prendre vraiment une position qu'on ne retrouve pas ailleurs. C'est une idée incroyable. Là, on touche vraiment à l'originalité de Vaux, l'idée que ce salon va sortir du plan de l'édifice. On le voit déjà au Raincy, et là, le Raincy est d'autant plus frappant, et ça fait regretter évidemment la disparition de ce château, que nous avons ici un salon qui sort des deux côtés, côté cour, en bas, et côté jardin, en haut. Et qu'il coupe en deux complètement le château. Il y a deux parties, à droite, à gauche. Cette idée, comme au Louvre, hein, on est dans un mouchoir de poche, on est dans les années 53-55, qu'on va faire sortir la forme de la pièce et que du coup on va prendre la lumière beaucoup plus largement qu'une façade plane. C'est vraiment une idée, une mise en scène assez extraordinaire que Levaux va porter complètement à incandescence avec le plan de Vaux. À Vaux-le-Vicomte, on a souvent fait remarquer que pour la première fois, on a un château double en profondeur. Alors double en profondeur, c'est une phrase d'historien d'art. Ça veut dire qu'il y a des épaisseurs de pièces côté de la cour et des épaisseurs du côté du jardin. C'est pas tout à fait juste. On a des cas un peu avant, vous savez, à ce petit jeu qui a commencé, on trouve toujours un cas qu'on avait oublié. Donc en fait, ça existe à la génération précédente. Mais c'est vrai qu'à Vaux, vous le voyez, voilà le plan de Vaux, le bâtiment a bien deux épaisseurs de pièces, très clairement. Il y a des grands appartements d'apparat sur le jardin et puis des pièces moins... évidemment moins majestueuses parce qu'elles sont moins bien éclairées et qu'elles donnent sur cour à l'arrière. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce dispositif ici. Là, vraiment, on a franchi une étape dans l'histoire de la distribution. C'est-à-dire qu'à Vaux, comme on le voyait déjà, comme on le devinait au Raincy, le château est maintenant coupé en deux par un effet de symétrie. Il se trouve que c'est là que traverse évidemment le grand axe, celui qu'on avait déjà vu passer tout à l'heure à Maison Lafitte, au rez-de-chaussée. Le voilà ici. Et vous voyez que ça se décompose en deux espaces, comme à Rome. Le vestibule d'abord, le salon ensuite. Sauf qu'à Rome, c'est un vestibule ovale et un salon rectangulaire. Là, c'est un vestibule carré et un salon ovale qui sort complètement de la façade. Mais à tel point, vous voyez qu'il y a 7 travées dans le plan convexe du mur qui va attraper la lumière en s'avançant. Et la pièce est, vous voyez, accessible par ses, si j'ose dire, par ses centres. Les deux axes qui croisent sont les axes qui prennent sur les côtés, les milieux des côtés, je ne sais pas comment il faut dire, de l'ovale, tandis qu'évidemment, ce n'est pas le cas des pièces, puisque cette avancée permet de mettre ici le milieu, et là, au contraire, d'être décalé pour avoir l'alignement le long des fenêtres, comme on le pratique dans l'architecture française. Donc, à Vaux, on voit deux idées forces. L'idée que le château est partagé en deux, avec deux appartements qui peuvent aller jusqu'à une forme de miroir. Alors, ce n'est pas tout à fait le cas, mais je vous ferai remarquer que Vaux est aussi... Et là, c'est encore un point très intéressant, un château sans escalier. Je veux dire par là, il n'y a pas de grand escalier d'honneur à Vaux. Il y en avait un tout à l'heure, très important, au Raincy, mais pas à Vaux. Vaux, vous avez deux escaliers de coulisses. Et c'est très intéressant, je vais y revenir, parce que ça dit quelque chose aussi de l'utilisation du monument. Donc, deux appartements, et cette partition qu'on connaît bien à Vaux, parce qu'il y a le roi d'un côté et Fouquet de l'autre, évidemment avec tous les effets de miroir plus ou moins suggérés par l'historiographie, eh bien, elle va pénétrer dans l'histoire de l'architecture française, elle va pénétrer dans le château français, dans l'hôtel particulier français aussi, dès les années 1680. Et en fait, la mode la plus chic, ce sera d'avoir au centre un vestibule, ensuite le grand salon, qui va devenir au XVIIIe siècle la pièce de réception, la pièce où l'on se tient, la pièce de la conversation, le salon qui est devenu notre pièce principale, alors que jusque dans ce premier XVIIe, on reçoit dans sa chambre à coucher, et que là, il y a donc une nouvelle fonction qui apparaît. Le salon à Vaux est très démonstratif, mais plus tard, les salons seront évidemment des pièces, on le retrouvera à Champs-sur-Marne, et les Allemands ont adoré ça, puisqu'il y a une fortune de Vaux-le-Vicomte dans l'architecture française, mais plus encore dans l'architecture germanique du XVIIIe siècle. Donc ça, je dirais que peut-être ce système où on apparie le vestibule avec le grand salon et la puissance du volume du grand salon, c'est peut-être là que le Vaux dépasse vraiment tout cet héritage que j'ai montré, alors que, vous le voyez, dans le plan, on a tout à fait cette grande séquence avec l'axe de composition qui traverse avant le château, avant-cour, cour, château, parterre, grand parc, forêt. Et je n'ai pas pu m'empêcher d'utiliser les services d'une grande maison américaine de vue aérienne, puisque vous voyez, vue satellite, vous voyez l'importance aussi, c'est très intéressant cette image par rapport au paysage rural qui est autour, de vous représenter ce qu'est l'installation d'un domaine comme ça dans un territoire rural. Nous, ça nous paraît évidemment
tout à fait aller de soi, parce que la couture est faite depuis longtemps. Mais là, ça veut dire des centaines d'acquisitions de parcelles, des paysans chassés, le village déplacé. Ça veut dire vraiment un investissement incroyable pour arriver à introduire de force cet espace incroyable dans le territoire, dans le terroir. Alors, vous avez montré l'innovation qu'a représenté Vaux à travers le salon ovale et ce vestibule carré, le salon qui sort. Vous venez de signifier, d'attirer notre attention sur l'importance des travaux nécessaires, mais du coup, où est Fouquet? Je veux dire, est-ce que c'est le Vaux qui propose le plan que vous nous avez montré à Fouquet, et qu'est-ce qui fait, ou est-ce que c'est Fouquet qui cherche quelque chose à l'italienne, et qu'est-ce qui fait que c'est Vaux qui est le choix de Fouquet plutôt que d'aller au Rincy ou à Maison Lafitte, où, bon, certes, il y avait déjà des gens, mais enfin, il y avait des terrains qui étaient, comme vous le disiez, on ne peut pas, on n'allait pas à Vaux sans voiture. Alors à Vaux, il y a d'abord l'établissement à l'est qui est lié à Fontainebleau, à évidemment une couronne de châteaux moins connue aujourd'hui que les grands châteaux de l'Ouest à cause de Versailles, évidemment, qui l'emporte dans la deuxième moitié du siècle. Mais ce qui est intéressant ici, par rapport à votre question, c'est que nous avons un certain nombre d'éléments quand même de réponse qui sont très intéressants. Le premier élément de réponse, il faut saluer Jean-Christian Petit-Fils qui l'a découvert et qui l'a mis en lumière, c'est qu'on n'a pas assez vu qu'il y avait un architecte avant notre ami Levaux. Et que cet architecte, qui est Daniel Gittard, qui n'est pas très connu de vous peut-être, il est connu parce qu'il est l'auteur d'une partie de Saint-Sulpice et surtout de la façade un peu austère et pas tout à fait terminée de l'église de Saint-Jacques-du-Haut-Pas. Donc pas très loin dans le 5e arrondissement. Au fond, c'est un peu le couillon de l'affaire, parce que s'il avait été moins cher, il serait peut-être passé à la postérité, puisque c'est lui qui a proposé le devis du château, en réalité, à Fouquet. Alors peut-être qu'il a pensé que Fouquet était très riche, et il a fait ce que peuvent faire peut-être certaines fois des architectes. Il s'est dit que le client était bon pour payer, alors il a présenté un devis de 2 millions de livres, qui est une somme gigantesque. Évidemment. Je ne fais pas de comparaison dans cette maison avec la monnaie contemporaine, c'est très glissant, mais enfin c'est une somme qui ne représente pas tout à fait les salaires tout à fait médians. Et donc, en fait, nous connaissons ce document qui a été saisi dans les papiers de Fouquet, et on voit très bien que Fouquet quand même a hésité, parce qu'il s'est dit 2 millions de livres, c'est quand même un investissement extraordinaire, parce qu'il n'y a pas que le château, il y a le jardin, il y a les statues, etc. Et donc, il a fait une chose évidemment terrible, il a soumis le devis à un autre architecte. Ça, c'est ce qu'il ne faut jamais faire. Évidemment, les architectes sont très tendres entre eux, comme vous le savez. Et donc, l'autre architecte, c'est Levaux. Et il a biffé, et il a proposé un autre château pour une somme qui restait très importante, plus de 600 000 livres. Un devis colossal qui a été signé en 1156 avec Michel Villedot, le grand entrepreneur parisien, lui-même très lancé dans toutes sortes d'opérations financières à Paris. Et donc, en fait, il y a d'abord eu cet effet qu'on en a rabattu. C'est très intéressant parce que Gittard avait proposé beaucoup plus de bâtiments, des ailes, etc. Et donc on a rabattu. En même temps, et là c'est un phénomène inverse, on a des dessins qui sont originaux, qui sont conservés au château, qui sont des dessins absolument superbes, des très grandes élévations, de la façade sur cour et de la façade sur jardin. Je ne les ai pas montrés, mais ils sont assez repérés, qui sont la représentation du château de la première pensée, manifestement de Levaux, et qui est un château en briques et pierre. Donc polychrome. Vous savez que cette couleur polychrome, elle était très aimée dans l'architecture française, mais beaucoup plus évidemment à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle. Ce qu'on appelle à tort le goût Henri IV, qui en fait commence dès le règne d'Henri II. Un goût rustique avec le rouge qui formerait, comme le disait Serlio, la chair, et puis le blanc de la pierre qui forme la structure, donc le squelette. Et cette architecture très bonhomme qu'on connaît avec la place des Vosges ou toutes sortes de châteaux d'Île-de-France, à Versailles. Donc, tout à fait. Eh bien, ici, ça aurait pu être une solution. Évidemment, une solution moins chère. Finalement, là, pour le coup, on est revenu à un château tout en pierre qui représente évidemment un investissement plus important, mais qui permet aussi un discours architectural plus savant. Alors, peut-être c'est le moment de s'approcher, justement, pour voir ce discours. D'abord, cette vue très horizontale, une vue très topographique, où on voit donc l'arrivée sur le château avec, j'ai passé la grille là, vous voyez, je suis dans l'avant-cour, une avant-cour verte avec 4 grands parterres de gazon, et vous apercevez des bâtiments qui sont restés polychromes, qui sont les communs. On a hiérarchisé, évidemment, les communs sont polychromes, le château est en pierre. Là, il y a un effet de hiérarchie qu'on retrouve très souvent dans l'architecture. On joue aussi beaucoup sur les matériaux de la couverture, le château en ardoise, les communs en tuiles. Ici, c'est plus subtil encore, puisque ce sont en ardoise les communs qui sont à vue du château et les plus proches du château, comme vous le devinez sur la photo. Et puis, le château complètement isolé sur une plateforme qui est en eau, ici,
Et vous apercevez la transparence de l'axe qui vient derrière nous, qui traverse la forêt, qui arrive sur l'avant-place, l'avant-cour, et qui va traverser dans le vestibule et le salon, là rien ne l'arrête, pour aller s'épanouir dans le grand parc et jusqu'à l'horizon de ce grand tracé de Le Nôtre. Et voilà le château en pierre et avec les grandes couvertures d'ardoise, et vous voyez tout de suite la silhouette générale, une silhouette avec des grands pavillons, avec des très hautes toitures, qui sont complètement passées de mode à ce moment-là. Et c'est ça aussi qui m'intéresse, c'est cette idée que Le Vau a multiplié le jeu de toiture. Parce que quand on va s'approcher, voilà la silhouette à 3 rythmes très forts, l'avant-corps central, les 2 avant-corps latéraux. Là, un détail merveilleux d'architecture photographié par Georges Fessy, ce sont ces arcs de triomphe très théâtraux qui viennent faire la liaison entre les corps de commun et le bord de la plateforme. Là, on va très loin, mais ça aussi, c'est des choses qui existaient dans beaucoup de châteaux et qu'on a perdu. Ce sont les murs de clôture travaillés, comme ici, en bossage, avec des bustes sur console, qui est un des motifs que Le Vau affectionne beaucoup. Des pots à feu aussi. Vous avez ceux d'à côté, c'est très facile de les comparer. C'est un des tics d'architecture de Louis Le Vau. Et voilà, je m'approche. Alors ça, c'est avant les travaux de la nouvelle couverture, pardon. Mais vous voyez que si vous portez votre regard sur les toitures, il y a un certain désordre très, très étonnant. D'abord ici, vous avez ces grandes toitures en pavillon qui font penser plutôt au début du siècle. Et puis ensuite, là, vous avez les combles à la mode, qu'on va bientôt appeler, d'une manière assez frappante d'ailleurs, les combles à la Mansart, même si François Mansart n'y est pas tellement pour grand-chose. Mais c'est vrai que ça va devenir un des marqueurs de l'architecture française tout au long du siècle. Et puis ensuite, vous devinez, évidemment, la grande composition en dôme avec son lanternon qui sert à la fois donc de point de mire du côté du jardin, mais là on le voit très clairement aussi du côté de l'arrivée évidemment. Donc un château où le jeu sur les toitures montre que l'écriture n'est pas totalement réglée, et ça c'est très intéressant parce que Le Vau a été toujours critiqué même de son vivant pour d'abord profiler d'une manière assez accidentée. Vous voyez que les corniches, là, tout ça, ne donne pas l'impression que tout est très bien raccordé d'élément en élément. Et vous avez cette même impression, si vous vous retournez, si j'ose dire, derrière moi, en regardant les corniches d'alignement du palais de l'Institut. C'est pas un profileur comme François Mansart ou comme Jules Hardouin. Il y a des effets de heurts tout à fait intéressants qui dynamisent l'architecture. Et puis, ici, une chose qui est aussi dans l'air du temps, c'est ce grand portique plaqué sur la façade, un portique à bossage rustique, dorique, qui vient souligner l'entrée un peu triomphale dans le vestibule. La façade en pierre dont je parlais, elle a un avantage, c'est qu'elle permet la sculpture, une sculpture qui est disposée en table au-dessus des baies, à l'endroit donc où les pièces sont voussurées, il y a besoin d'espace. Et puis aussi, bien sûr, elle va permettre un développement plus soigné des ordres d'architecture. Parce que c'est une architecture aussi qui va jouer sur les ordres, ces ordres qu'on a repris depuis la Renaissance dans une théorie inspirée mais très sollicitée de l'Antique. Et ici, sous forme de pilastres, vous voyez, des pilastres ioniques qui donnent un effet plastique extraordinaire. Le soleil, vous voyez, la photo de Georges Fessy la montre bien ça. On voit arriver la lumière sur le pilastre lisse, alors que, au contraire, vous avez un jeu sur les bossages, la grille de bossage qui passe en dessous. Là, il y a vraiment quelque chose de très performant. Et tandis que ici, vous avez un entablement qui est celui qu'on a vu tout à l'heure, l'entablement dorique. Donc il y a 2 ordres, l'un dans l'autre, et non pas seulement l'un sur l'autre, alors même que vous ne les voyez pas quand vous êtes au loin. Et c'est exactement le même phénomène au Palais de l'Institut, qui est exactement avec des ordres, et superposés et colossaux, c'est le nom qu'on donne à ces ordres qui montent sur plusieurs étages, un ordre colossal, et vous voyez bien que ici, ça n'entre pas dans la composition. C'est quand on est de près qu'on voit le génie de l'architecture. De loin, c'est la masse, et vous voyez comment de ce côté-là, donc là je suis dos à l'Hercule Farnèse, la copie de l'Hercule prévue au XVIIe, réalisée au XIXe, le château s'encadre, il n'est pas perdu, il s'encadre dans les 2 communs qui viennent fermer la composition à droite et à gauche. Je m'approche, là je vois progressivement, pour moi c'est comme les traits de la gravure, comment les pilastres donnent un caractère, vous le voyez, très monumental, très vertical, aux 2 grands pavillons des extrémités, tandis que sur le grand pavillon du salon avec son dôme, vous avez un frontispice à 2 ordres superposés. Donc l'inverse de ce qu'on vient de voir. Il n'y avait qu'un ordre sur la cour, il y avait 2 ordres qui brochaient l'un dans l'autre, si j'ose dire, sur les façades latérales, et maintenant la démonstration la plus aboutie, c'est l'ordre dorique surmonté d'un ordre de pilastres ioniques,
avec un jeu de zoom, évidemment, entre la saillie des colonnes qui portent à l'étage des statues en acrotère, c'est le nom savant, et les pilastres qui forment un retrait. Et on se trouve là dans un mouvement qui est contemporain, des grands mouvements, par exemple, je le montrerai tout à l'heure, du Val-de-Grâce de François Mansart, qui est des années 45-48 également. Et donc on voit ici que Le Vau est très au fait, même si on peut critiquer dans le détail le dessin de l'ordre, le raccord des corniches. Vous voyez que ça ne fonctionne pas très bien, là, c'est clair. Mais c'est pas ça qui est important. Là, il ne faut pas jouer au petit Jacques-François Blondel et critiquer les détails. Ce qui est fantastique chez Le Vau, c'est au contraire la science très maîtrisée de l'orchestration de ces volumes à cause des points de vue distanciés, très loin, près, tout près. Il y a un effet là qui amène l'architecture à un discours extraordinairement savant. Alors, ce discours, il pouvait évidemment séduire Fouquet parce que Louis Le Vau en avait donné des preuves très spectaculaires dans sa carrière. Et cette carrière, elle avait d'abord été une carrière d'architecte privé, avant qu'il entre au service de la couronne en 1652 et qu'il devienne premier architecte du roi à la mort de Lemercier en 1653. Et cette carrière privée, elle est très connue bien sûr, c'est la carrière de l'architecte des hôtels particuliers qui sont l'orgueil d'une partie de l'île Saint-Louis, le plus célèbre de ces hôtels étant l'hôtel Lambert, aujourd'hui en travaux, vous le savez, qui appartient à la famille régnante sur le Qatar et qui est là dans une photographie avant l'incendie de 2013 dans un processus de restauration très lourd en cours que je ne commente évidemment pas. Cette photographie vous montre la position extraordinaire de l'hôtel dans l'île Saint-Louis, une position face à cette scène que Talleyrand d'Héréo qualifiait ici de plus bel endroit de la Terre après le sérail, évidemment avec beaucoup d'exagération littéraire, comme tous ces chroniqueurs du XVIIe siècle. Mais c'est vrai que quand on voyait ici du côté de l'amont la Seine dans la campagne complète. À l'époque, Paris s'arrête tout à fait à cette hauteur actuelle des arrondissements centraux du 4e et du 5e. On voit l'hôtel comme un dispositif de vue. On retrouve cette idée chez Le Vau. Il est venu capturer la vue sur la Seine, puisque l'hôtel entre cour et jardin n'est pas selon le plan habituel, mais dispose en fait d'un bâtiment latéral qui est la façade jardin. Et le jardin a été suspendu, comme vous le devinez ici, avec ce mur de quai, pour éviter d'avoir justement un mur de clôture qui protégerait des incursions extérieures, mais qui bornerait la vue, évidemment. Donc on a renversé le paradigme, on a mis le rez-de-chaussée, ou plutôt le rez-de-jardin, presque au premier étage sur cour, pour avoir ce jeu avec la Seine, et pour bien avoir un dispositif de vue, on va lancer une galerie qui se termine en abside. Ici, encore un motif très original que Le Vau va utiliser. Vous voyez, cette idée de la courbe, elle est déjà présente dans son œuvre. Il est le premier à introduire dans la distribution française des pièces octogonales, des pièces qui ne soient pas toujours banalement carrées ou rectangulaires. Et cet hôtel, évidemment, il est tout de suite très célèbre. Il est construit entre 1640 et 1644. Avec des grandes citations de pilastres palladiennes. Là aussi, on a quelque chose qui s'inscrit dans la mode de Le Vau. Mais je voudrais vous montrer qu'il existait d'autres solutions, aussi pour répondre un peu à votre sollicitation, cher Philippe, parce que, évidemment, les architectes ont des discours qui ne sont pas toujours, évidemment, de faire plaisir simplement à leurs clients. Il y a des architectes qui ont mauvais caractère, ça existe encore aujourd'hui, vraisemblablement, et qui ont envie de développer une pensée et de ne pas la sacrifier. Alors ici, vous avez François Mansart. On retrouve François Mansart qu'on a vu tout à l'heure à Maison, même à Balleroy. Et c'est un bâtiment que vous connaissez bien. C'est un musée, le musée de la chasse et de la nature, dans le Marais. Le seul hôtel à peu près intact de François Mansart. La seule partie détruite, elle a été détruite par le service des monuments historiques par accident en 1967. Bon, ça peut arriver. Il est question de la reconstruire aujourd'hui. Vous savez qu'on s'amuse beaucoup. Et donc, vous avez là la façade sur cour de cet hôtel construit en 1651. On est juste avant Vaux-le-Vicomte. Et ça, c'est un discours que François Mansart, à la suite au fond de Philibert Delorme, on est là dans une tradition de l'architecture française depuis la Renaissance, va porter. C'est l'idée que on est pourtant chez quelqu'un d'assez important. Il n'y a pas besoin d'avoir des pilastres, il n'y a pas besoin d'avoir des colonnes, il n'y a pas besoin d'avoir des frontons, mais la bonne architecture, c'est l'architecture de la proportion,
de la juste proportion, c'est l'architecture aussi de la convenance. Il y a des choses qu'il est convenable de faire et d'autres qui n'est pas convenable. Et ça deviendra un discours théorique au XVIIIe siècle, quand le pauvre Blondel, que je moquais tout à l'heure, disait que quand on est prince, duc et pair, on peut mettre des colonnes au portail de son hôtel, mais pas quand on est un banquier enrichi. Vous pensez bien que l'architecture, ça ne fonctionne pas comme ça, et que le banquier enrichi, s'il a de l'argent, il mettra des colonnes si ça lui chante. Et il y a aussi cet aspect, évidemment, très intéressant dans l'aspect de Fouquet. Donc là, vous voyez, regardez la simplicité des percements dans un mur où la muralité, comme on dirait aujourd'hui dans l'architecture contemporaine, et les proportions l'emportent sur l'abondance de décors. Ou alors, au contraire, se rapprocher du grand modèle italien à l'hôtel de Saint-Aignan. Là, on est chez un parlementaire, le comte d'Avaux, qui est un plénipotentiaire, c'est notre représentant au traité de Westphalie. Et en 1644-48, il va faire construire l'hôtel de Saint-Aignan, aussi connu de vous, c'est le musée d'art et histoire du judaïsme aujourd'hui rue du Temple, où là vous voyez l'effet, la photo force un peu l'effet, mais l'effet du grand cortile à l'italienne, avec 4 façades identiques. En réalité, il n'y en a que pour cette façade principale, les ailes sont habillées de pilastres, mais il y a une hiérarchie entre les parties. Mais vous voyez l'effet monumental, au contraire, qui est appuyé sur le décor des ordres et le décor de la qualité de la sculpture, plus que, évidemment, les proportions. Et puis, un phénomène qui m'intéresse, qui n'a pas été assez noté aussi, et qui permet de lire, je crois, un peu notre château de Vaux-le-Vicomte, c'est un phénomène, alors là, pour le coup, je vous rejoins, d'exagération. C'est-à-dire qu'il y a un moment de l'architecture française très frappant. On est sous Anne d'Autriche, c'est la Régence. Le pays, vous le savez, a été en guerre pendant presque plusieurs décennies. Sous Richelieu et sous Mazarin, l'effort de guerre a été terrible pour la population. L'État a vacillé plusieurs fois, la Fronde l'a montré, y compris jusqu'au sommet. Et puis, quand tout s'arrête en 1660 avec la paix des Pyrénées et le mariage, on pousse un ouf de soulagement. 30 ans de guerre, 30 ans de désordre, 30 ans de violence, violence d'État, violence de la guerre. Mais c'est la plus belle période de l'histoire de l'architecture privée. C'est presque indécent pour nous aujourd'hui de dire cela, mais voilà, c'est ça l'histoire de l'art. C'est pas évidemment distribuer des bons points, c'est remarquer ce qui s'est passé. L'inventivité dans l'architecture privée, fantastique au moment de cette période, sous Richelieu et sous le ministériat de Mazarin. Alors, sous Anne d'Autriche, à Paris, on construit de grands hôtels. Et ils me frappent, ces grands hôtels, parce que justement, ils sont beaucoup plus grands que ce qu'on avait toujours fait. Ils sont beaucoup plus démonstratifs. Ils sont beaucoup plus ventrus. Et il y a ce côté d'architecture de financier. Et justement, ce sont tous les copains de Fouquet que je vous montre ici. Ce sont des gens qui sont tous tombés en même temps que lui. Évidemment, alors Fouquet est tombé le premier, puis ensuite on a été voir un peu ce qui se passait dans les réseaux. Et ça, je ne m'aventurerai pas dans des choses très complexes que je ne maîtrise pas, mais dont Daniel Dessert a pu vous entretenir sur les mécanismes financiers. Là, c'est par exemple Jacques Gruin-Desbordes. Lui, il s'est fait construire un énorme hôtel qu'on appelle l'hôtel de Lauzun. On l'a longtemps attribué, d'ailleurs c'est très intéressant, c'est une erreur intéressante, il y a des erreurs intéressantes, on l'a longtemps attribué à Louis Levaux. En fait, pas du tout, c'est un architecte beaucoup plus médiocre, alors là pour le coup, qui est Charles Chamois. C'est pas très intéressant, mais ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, regardez, vous avez une façade très énorme, avec cet énorme balcon, une cour très démonstrative, tout en pierre de taille. C'est aujourd'hui un bâtiment qui appartient à la ville de Paris, c'est l'Institut des études avancées. Et il n'y a pas de jardin, parce que le jardin, c'est le quai et la Seine, évidemment, qui forment le spectacle depuis les grands appartements. À l'intérieur, fastueux décor, avec un grand escalier de pierre voûté d'une coupole, elle-même peinte et décorée de sculptures. Toujours ces grands effets de volume à l'italienne que je décrivais tout à l'heure. L'hôtel Carnavalet. Dans les combles Baudelaire. Et dans les combles Baudelaire, évidemment. Cette façade un peu triste, parce qu'elle n'est pas en très bon état, la façade de l'hôtel Carnavalet, musée de la ville de Paris aujourd'hui, qui va fermer pour travaux pendant très longtemps, donc c'est un endroit que nous aimons beaucoup, bien sûr. Là, c'est la façade qui, à l'origine, était beaucoup plus sobre, il n'en reste que le portail de la Renaissance, et là encore, un financier, Claude Boislève, qui tombe aussi avec Fouquet, demande à François Mansart une grande façade monumentale sur la rue, pour se montrer, on transforme l'hôtel, on fait une démonstration d'architecture. Et puis le plus célèbre de ces bâtiments très développés, qui se montrent, qui s'étalent, c'est bien sûr l'hôtel de Beauvais. Le fameux hôtel de Beauvais dans le Marais, dont je vous montre la gravure célèbre qui représente
la cour aux fenêtres de l'hôtel pour l'entrée de Louis XIV le 26 août 1660, après son mariage à Saint-Jean-de-Luz avec Marie-Thérèse. C'est là que la cour a choisi d'être, dans cette sorte de tribune monumentale qui donne sur la rue, aujourd'hui François Miron, à l'époque la rue Saint-Antoine. Et vous voyez ce grand bâtiment, 2 étages sur un rez-de-chaussée monumental, débauche de sculptures, grand comble brisé. Alors, j'ose à peine montrer la façade qui a été complètement inventée par le service des monuments historiques il y a 15 ans. C'est un monstre archéologique, donc on ne s'attarde pas. Mais dans la cour, vous avez évidemment cette scansion très intéressante de surprise. On traverse le grand logis qui donne ce passage sombre et tout d'un coup ce point de lumière à l'articulation du vestibule circulaire qui sort en convexité dans la cour. Et la cour épouse ce mouvement par une concavité théâtrale. On a comparé, plutôt que baroque, parlons tout simplement de théâtre, avec cette cour. Voilà les jeux de l'escalier du vestibule qui s'apparie avec un grand ordre, dorique à l'extérieur, corinthien à l'intérieur. Et puis, la dernière de ces énormes demeures, c'est la fameuse demeure qu'on va surnommer par malice l'hôtel Salé, à cause de la gabelle dont le propriétaire Jean-Aubert de Fontenay est receveur. C'est l'hôtel du musée Picasso aujourd'hui, celui que Jean-Pierre Bablon appellera si drôlement la maison du bourgeois gentilhomme. Alors, il a voulu vraiment mettre tout dans son bâtiment. Regardez l'énorme façade avec ce fronton incroyable de démesure qui vient brocher sur le grand comble brisé. La photo est prise depuis la terrasse. Et la façade sur le jardin qui ressemble à un petit château en ville. Vous voyez là comment les typologies entre le château et l'hôtel particulier sont poreuses en réalité. Il faut raisonner vraiment, non pas seulement en termes château, si on veut comprendre Vaux-le-Vicomte, mais aller chercher aussi ce qui se passe dans l'architecture parisienne. Alors Alexandre, si nous voulons laisser un peu de temps à nos amis pour les quelques questions, j'ai peur que je sois obligé de vous interrompre à mon grand regret devant cette image, mais pour vous demander de revenir à Vaux et à cette partie légendaire du rapport entre Louis XIV et Fouquet, donc entre Versailles et Vaux, entre là encore, tout ce qu'Alexandre Dumas a résumé pour toujours, et donc qu'aucun historien ne parviendra jamais à réduire, mais cependant, puisque nous avons envie de garder et le rêve et la réalité, qu'en est-il de la réalité de l'enlèvement par Louis XIV de tous les artistes qui avaient travaillé pour Fouquet, de la jalousie provoquée par la seule vue de Vaux-le-Vicomte, et bref, tout ce qu'on sait et pour lequel je renvoie tout le monde aux Trois Mousquetaires. On ne peut pas lutter contre les écrivains, ça c'est sûr. C'est comme Michelet, c'est redoutable. Alors, je voudrais évidemment dire pour finir notre causerie que derrière la question donc, du caractère unique de Vaux, que j'ai essayé de relativiser et de remettre dans son contexte, derrière la question baroque, classique, qui, vous voyez, n'a pas beaucoup de sens quand on regarde la diversité de ces architectures et les motivations qui sont derrière, il y a la dernière question qui est la pire, parce qu'on n'arrive pas, ça fait des années qu'on y travaille, on n'arrive pas à faire mourir cette plante qui est toujours arrosée. C'est l'idée que Louis XIV, blessé dans son orgueil, jaloux, tape du pied, rentre chez lui, dit c'est fini de ce monsieur, etc. Et puis ensuite, on va tout prendre à Vaux, aussi bien les arbres, les statues, que les artistes qu'on découvre, parce que quand même incroyable, il y avait dans l'architecture française, dans la peinture française, dans les jardins français, des gens que le roi ne connaissait pas et que quand même, vraiment, il était à même enfin de faire travailler. Alors c'est cette fameuse captation qui nous emmène, translation plutôt, qui nous emmène de Vaux à Versailles, qui est une idée très forte, qui a été reconstruite aussi, il faudrait peut-être même presque dire du mal, mais je le déplorerai d'avance parce que j'adore Paul Morand, mais Le Soleil offusqué, on a vraiment une reconstruction complète, mais c'est l'idée du glissement versaillais. Alors là, je veux donner des exemples pour contrer ça devant vous, j'espère, des faits très simples. Louis Le Vau, premier architecte du roi en 1654, qui travaille pour les bâtiments du roi depuis au moins 1652. Donc, lorsqu'il est sollicité pour faire le château de Vaux-le-Vicomte, il est déjà le premier architecte du roi. Voilà, c'est tout. Le nôtre est né dans le jardin des Tuileries. Je regarde Patricia là-bas qui connaît bien ça. Il descend, son père, son grand-père, de jardinier du roi. Il est lui-même jardinier. Il travaille pour plusieurs personnages importants de la cour. Il a été d'abord le protégé de l'oncle du roi, Gaston, aux Tuileries, la grande mademoiselle. Il est évidemment l'homme des jardins du roi. Quant à Charles Lebrun, bien sûr, il n'est que premier peintre autour de 1660-61, mais là, mon épouse vous en dira beaucoup plus, elle est plus savante que moi, jeudi prochain, pour ceux qui veulent continuer cette causerie autour de la peinture, cette fois-ci. Mais en revanche, les premiers tableaux de Lebrun pour le Louvre,
sont pour la chambre du roi, la chambre à coucher du roi, celle qui n'existe plus aujourd'hui, et ce sont des tableaux des années 53-55. Donc en fait, tous ces artistes sont très familiers, de même que Molière et Lully ne sont pas des inconnus, bien sûr, pour le roi. Et en fait, évidemment, cette lecture est une lecture tout à fait faussée. Ces artistes étaient les meilleurs, ils sont au roi, ils travaillent pour le roi, et accessoirement, le roi les laisse travailler pour des clients privés, mais bien sûr, à la fin de la fin, comme il est au sommet de la pyramide féodale et politique, il est au sommet des devoirs que ces artistes ont envers celui qui les nourrit, si j'ose dire. Et donc, il n'y a pas de captation du tout, de même que nous savons que la chute de Fouquet est décidée avant la fameuse fête, et ça a été bien montré par Jean-Christian Petit-Fils, et donc la chronologie montre que la fête n'est pas un déclencheur, elle est au mieux une sorte de conclusion, mais Louis XIV avait bien étudié les leçons de la politique de son parrain Mazarin, simule et dissimule, évidemment, et donc il n'a rien laissé paraître de cette chute qui a surpris Fouquet lui-même. Au fond, Fouquet devait être un personnage très intelligent, très brillant, très attachant, mais comme beaucoup de gens qui arrivent très haut, on manque d'oxygène au sommet de l'État, il n'a pas compris tout simplement qu'il était évidemment l'artisan de sa propre ruine. Alors, je voudrais peut-être terminer par cette image célèbre de Pierre Patel qui représente Versailles en 1668. Nous sommes moins de 10 ans après la fête fatale, 10 ans à peine après le grand chantier. Et dans ce château de Versailles, nous avons deux personnages que nous retrouvons. Louis Levaux d'abord, qui fait des communs pour le roi, des petits communs en briques et pierre. Parce qu'à Versailles, pour l'instant, on reste dans la coloration bleu, blanc, rouge de cette architecture qu'André Chastel appelait aux 3 crayons. Elle est passée de mode, on l'appelait l'architecture des cartes à jouer, mais elle a une grande vertu pour la monarchie, et c'est pourquoi Versailles ne l'abandonnera jamais. On en parle beaucoup en ce moment du drapeau tricolore, et le drapeau tricolore a une histoire un peu plus compliquée que ce que les Jacobins ont inventé en 1793. Le drapeau tricolore, vous le savez, ce sont les couleurs de la maison du roi. Donc la livrée des domestiques du roi et la livrée des soldats du roi, des gardes français, c'est bleu, blanc, rouge. Les couleurs du roi étant le drapeau d'azur à semis de fleurs de lys. Donc, enfin plus tard à 3 fleurs de lys. Et donc vous avez là une architecture qui, elle, n'est pas décalée par rapport à Vaux parce qu'on serait moins moderne. C'est aussi moderne, c'est même après Vaux, c'est le même architecte, mais ce n'est pas le même contexte politique, ce n'est pas le même contexte de l'existant. Et puis le deuxième artiste, celui qui est le démultiplicateur de ce vallon humide et malsain que critiquera tant Saint-Simon, qui regrettait que Louis XIV n'ait pas choisi plutôt Saint-Germain-en-Laye comme capitale de la France, c'est évidemment la grande patte d'oie, l'été 62 avec la place d'Armes, le grand axe qui va se prolonger au-delà du petit parc après avoir élargi les allées de Louis XIII, et le grand canal qui met le ciel au milieu du jardin, et cette immensité que, peut-être il faut citer un autre écrivain, Proust, au bout de laquelle il voyait les bateaux de Nimègue, dans un texte célèbre sur Versailles. Donc Versailles est un château qui se positionne complètement différemment de Vaux. Je ne crois pas que la mise en scène spatiale soit moins réussie qu'à Vaux. Elle est encore plus incroyable, au fond, notamment par l'arrivée. Puisque à l'arrivée de Vaux, qui est une arrivée latérale, là, il s'agit d'une arrivée frontale, même si c'est un trucage, parce que vous le voyez sur le tableau, le roi arrive en fait par le côté, comme aujourd'hui, on arrive par l'avenue de Saint-Cloud. L'avenue de Paris est une avenue de théâtre, mais l'intérêt de ce tableau, qui force la perspective jusqu'à inventer des collines à droite et à gauche qui sont un tout petit peu exagérées par rapport aux hauteurs de Satori et du plateau de Marly. Mais ce qui est sûr, c'est que dans la mise en scène, le territoire qui est mis au pied du château par cette patte d'oie qui irrigue la plaine autour et qui amène le point de force devant la porte, c'est une démonstration de pouvoir encore plus extraordinaire, même si l'architecture peut paraître décevante, parce que Louis XIV avait décidé de conserver le petit château de son père. Et ce n'est qu'après que Levaux sera chargé, justement au moment où ce tableau est peint et où Colbert, un peu naïf, croit que c'est fini et qu'on va pouvoir enfin retourner au Louvre pour travailler au Louvre, eh bien le roi décide de relancer un nouveau chantier, celui qui est parallèle à la colonnade de Paris qui sera laissée abandonnée. C'est le chantier, bien sûr, de cette enveloppe versaillaise sans toiture apparente, qui tourne complètement le dos, cette fois-ci, à l'écriture architecturale de toute la génération précédente. Louis XIV n'a pas dépassé Vaux par un changement d'architecte, par un changement de matériaux, par un changement d'échelle, mais il l'a changé par un changement de paradigme, qui est le grand bâtiment en pierre sans toiture, qui est un bloc monumental dans l'espace, et qui est cette façade de Versailles,
qui deviendra ensuite, avec ses longues ailes, une façade assez ennuyeuse, mais il faut dire la vérité, dans son premier dessin, une façade beaucoup plus spectaculaire et beaucoup plus en accord avec l'idée qu'avait le roi d'un château qui pourrait marquer sa supériorité définitive. On peut craindre que Alexandre Gady ne vainque jamais Alexandre Dumas, mais on peut dire que si Alexandre Dumas avait connu Alexandre Gady, les Trois Mousquetaires eussent été encore plus intéressants. Merci Alexandre. Merci.